Mesdames, Messieurs, évidemment, il est interdit de fumer dans cette enceinte, mais non pas par photographie interposée. Et je ne prétends pas, par ce portrait photographique, proposer une quelconque incitation au tabagisme. Mais d'abord, rappeler un fait historique qui ne doit en aucun cas être soumis à une quelconque censure contemporaine, à savoir que Paul Valéry était un fumeur invétéré. On pouvait toujours le voir avec une cigarette à la main, une cigarette qu'il roulait lui-même avec dextérité, avec virtuosité même. Il y a un art de rouler les cigarettes, et du reste, vous savez peut-être que Valéry aime beaucoup à dessiner ses propres mains. La main comme la machine parfaite, la machine merveilleuse, capable par un geste assez précis de rouler cette cigarette. Et puis ce portrait me plaît, et vous plaît aussi, je l'espère, parce que c'est un beau portrait par une photographe un peu moins oubliée maintenant qu'elle ne l'avait été un peu dans les médias après-guerre, à savoir Laure Albin-Guillot, qui était une amie de Valéry, qui l'a beaucoup photographiée, qui a fait beaucoup de choses, et je trouve que là, ce que j'aime bien dans cette photographie, c'est le caractère spontané du geste de Valéry. Il est pris avec ce geste arrêté, la main en l'air. Et je trouvais que cette spontanéité était assez en accord avec le propos qui sert de titre à la leçon d'aujourd'hui, et sur lequel, bien sûr, nous reviendrons tout à l'heure. Alors, la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, j'ai apporté au début de mon cours, au début de la leçon, j'ai apporté un correctif à la leçon précédente, donc celle d'il y a deux semaines, et j'ai fait la semaine dernière donc un erratum, vous vous rappelez, concernant la pratique de la sténotypie. J'avais cru précédemment la sténotypie en voie d'extinction, et en vérité, des auditrices m'avaient rappelé qu'en vérité, la sténotypie reste très vivace. Tout cela grâce à des messages envoyés donc par des auditeurs, et en l'occurrence des auditrices. Alors, ai-je la semaine dernière donné le bâton pour me faire battre? Cela a sans doute, ces erratums, ces palinodies, du moins ces retours en arrière, cela a sans doute donné des idées à des auditeurs. Aussi, cette semaine, ai-je reçu un autre courrier, et le courrier du reste de celle qui est, à ce jour, ma plus jeune auditrice enregistrée, Caroline Guibé, je la nomme, une collégienne de 13 ans, résidente en Moselle. Une collégienne, mais ne sommes-nous pas dans un collège, fût-il de France. Et elle m'écrit ceci, Caroline. Il y a peu de temps, j'ai écouté une rediffusion de votre 4e cours sur les bibliothèques des Étoiles Nouvelles. Alors ça nous ramène un peu en arrière, c'était ma première année de cours, il y a 4 ans, dans lequel vous parlez de Tintin et Milou dans l'Étoile mystérieuse. Bien. J'ai pu vous entendre parler de Milou comme d'un handicapé de la pensée sémiotique et d'un parfait paysan romain. Ce sont des expressions que j'assume, c'était les miennes, effectivement. Ce qui m'a beaucoup amusé, et de Tintin qui, comme Jésus, ne rit jamais. Là aussi, je crois que j'avais dit cela. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais les choses se gâtent. Pourtant, cette comparaison me semble fausse. Après avoir relu toutes les bandes dessinées de Tintin, j'ai réussi à trouver l'unique endroit où Tintin rit. Ce moment se situe à la page 78 du Temple du Soleil. Je vous envoie une photographie de ce passage. Et voici la photographie, scène célèbre du Temple du Soleil. Le capitaine Haddock agace un lama, et puis le lama lui crache au visage. Quand lama fâché, Seigneur, lui toujours faire ainsi. En voilà des manières, dit Milou, pense Milou. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez ici effectivement
Tintin qui rit, hein, il rit aux éclats. Hein, je peux même faire un agrandissement. La chose est claire, hein, indubitable. Caroline a entièrement raison, et c'est moi qui ai tort. Et voilà comment une collégienne de 13 ans corrige un professeur du Collège de France. Mais je ris, mais justement, c'est comme cela qu'il faut faire. Hein. La science est une affaire collaborative. Nous le savons, c'est une affaire collective et nous y participons tous. Et donc, je profite de l'occasion ici pour remercier publiquement Caroline de ce correctif. Caroline, elle nous donne un très bon exemple de ce que doit être la science, à savoir faire des recensements exhaustifs, dans la mesure du possible, avant d'avancer une proposition quelconque. Et donc, en prétendant, il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans, mais je l'ai même écrit ensuite, hein, donc j'ai aggravé mon cas. En prétendant que Tintin ne riait jamais, je me fondais sur d'anciens souvenirs de lecture, et bien sûr, je m'avançais un peu trop. La science demande des vérifications. Caroline a fait le travail, c'est la bonne méthode. Alors, heureusement, relire tous les albums de Tintin, ce n'est pas une tâche trop pénible. Je pense que beaucoup d'entre nous serions prêts à le faire assez vite à la sortie de ce cours. Cela permet de concilier la science et le plaisir. Et du reste, de manière générale, c'est aussi l'une des joies, en dehors même de Tintin et d'Hergé, c'est aussi l'une des joies que procure l'étude de la littérature comme des arts en général, à savoir pouvoir, d'une certaine manière, associer l'étude, la science et le plaisir. Certains pourraient dire, au contraire, ça gâche le plaisir par la science. Bon, mais je vois ça différemment. Soyons positifs et voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, je termine là-dessus. Est-ce que c'est une interrogation, est-ce que cette remarque de Caroline donnera à d'autres auditeurs et auditrices l'idée de relire tout Valéry pour m'envoyer ensuite leurs corrections? Eh bien, c'est tout le bonheur que je leur souhaite, hein, que je vous souhaite, et c'est la raison pour laquelle j'ai cité le message de Caroline, afin de créer une sorte d'émulation, et que vous vous plongiez tous à la séance tenante, à la sortie, dans tout Valéry, les cahiers, le cours de poétique, et tout le reste, la poésie, etc. Bon, bien. Revenons à Valéry, justement. Alors, la semaine dernière, nous étions en train de voir comment Valéry, dans un texte de 1920, dans son avant-propos à connaissance de la déesse, le recueil de Lucien Fabre, comment Valéry donc réussit à synthétiser de façon lumineuse, je crois, l'histoire de la poésie, et comment il réussit à montrer que dans sa jeunesse, les symbolistes avaient en quelque sorte défini ce qui doit être l'idéal de la poésie, à savoir une poésie qui serait réduite à son essence, qui serait réduite à sa forme la plus pure possible. Et le modèle que Valéry a en tête à ce moment-là, c'est le modèle de la musique. Il cite, vous vous en souvenez, Mallarmé, hein, reprendre à la musique son bien. Hein. La musique est là comme étant justement le modèle d'un art basé sur une forme pure qui ne délivre pas un message explicite. Alors en vérité, cette pureté reste inatteignable. Hein. Obtenir par le langage, qui est proprement impur, fondamentalement impur, des formes pures, c'est rigoureusement impossible. Mais on peut y tendre. Et c'est du reste à ce moment-là que Valéry parle de poésie à l'état pur, et ce terme de poésie à l'état pur donnera à l'abbé Brémond ensuite l'idée de poésie pure, qui fera querelle à partir de 1925-1926. Et donc, c'était ce passage, hein, vous vous rappelez, que j'avais cité la dernière fois, on voit enfin, vers le milieu du XIXe siècle, se prononcer dans notre littérature une volonté remarquable d'isoler définitivement la poésie de toute autre essence qu'elle-même. Or, au moment même où Valéry exprimait avec cette netteté, on peut dire assez incroyable, hein, cette vision même de l'histoire, d'un sens de l'histoire, au moment même où Valéry exprimait cette évolution de la poésie, une poésie considérée comme une pointe avancée de la littérature, ne voilà-t-il pas que Valéry annonçait la fin même de cet apogée de la poésie,
qui n'aurait eu qu'un temps, hein, et qui maintenant, désormais, appartenait au passé. Et je vous redonne ce texte de Valéry sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois, tel à un quart de siècle de distance, et séparé de ce jour par un abîme d'événements, m'apparaît dans l'ensemble le grand dessein des symbolistes. Je ne sais ce que l'avenir retiendra de leurs multiformes efforts, lui qui n'est pas un juge nécessairement lucide et équitable. Alors, méfiance à l'égard de l'avenir et de l'idée d'une postérité qui ferait le tri nécessairement juste et impartial et objectif entre tous les efforts de l'humanité. Hein. Alors cette idée-là que les poètes en fait ne cherchent de définir l'essence de la poésie, ça c'est une idée que vous allez retrouver ou que vous avez retrouvée si vous l'avez ouvert dans le cours de poétique. Il y a une image que j'aime énormément qui revient très régulièrement. Alors non pas à partir de la poésie, bizarrement, mais à partir de la peinture, où Valéry écrit ceci, enfin il écrit ça, il ne l'écrit pas, il le dit plusieurs fois dans le cours, c'est l'une de ses formules préférées. Le peintre cherche la peinture. Le peintre cherche la peinture. Qu'est-ce que ça signifie, le peintre cherche la peinture? Ça signifie que le peintre n'est pas là seulement pour créer un tableau particulier qui serait devant lui et à la perfection duquel il espérerait atteindre. Mais en vérité, ce que dit Valéry ici, c'est que fondamentalement, ce qu'un peintre cherche presque sans le savoir, c'est la meilleure manière de peindre en général. Et il faut voir ça d'un point de vue moins singulier, c'est-à-dire individuel, au sens de chaque peintre pris séparément, individuellement, que collectivement. L'ensemble des peintres, l'ensemble des essais des peintres en train de faire des tableaux, eh bien, correspond à une sorte de tentative multiforme, multiple, d'arriver à la meilleure peinture possible. La collectivité des peintres crée, d'une manière darwinienne, et la formule est là-dedans, c'est vraiment une théorie de l'évolution, par des multiples tentatives, eh bien, créer différentes façons de peindre, et certaines de ces façons vont subsister, vont l'emporter sur les autres, et devenir, au bout du compte, l'essence même de la peinture. Donc l'idée est qu'il y aurait une sorte, de ce point de vue-là, un progrès de la peinture, parce que tous les peintres ne cessent d'améliorer collectivement ce qu'est la peinture. Alors, l'exemple que prend Valéry dans le cours de poétique, c'est la peinture, essentiellement. Mais ici, on voit bien que c'est un peu l'idée aussi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, l'ensemble des poètes, collectivement, arrive à faire progresser l'idée de poésie jusqu'à cette essence même de la poésie, et le symbolisme serait ce moment culminant de l'histoire de la poésie. Bien. Alors, Valéry poursuit, notre idée elle-même, notre souverain bien, il écrit en 1920 sur une situation qu'il a décrite et qui concerne plutôt la fin du XIXe siècle, les années 1890. Notre idée elle-même, notre souverain bien, ne sont-ils plus maintenant que de pâles éléments de l'oubli? Faut-il périr à ce point? Comment périr, ô camarades? Comment périr aux camarades? C'est-à-dire, c'est-à-dire le moyen de périr. Est-il vraiment possible que nous périssions? Autrement dit, est-ce qu'il ne conviendrait pas de résister contre une évolution de la poésie qui irait dans un autre sens? Valéry, ici, en 1920, dans cet avant-propos à connaissance de la déesse, Valéry se veut vraiment le symbole d'une génération, et d'une génération perdue, cette génération qui fut décimée dans les tranchées de la Grande Guerre, et, je vous l'avais dit, Valéry a failli en être de cette génération-là à un an près. Il était un an trop vieux pour être mobilisable, en quelque sorte. Et donc, c'est qui le rend présent encore en 1920. Mais le constat que fait Valéry n'est pas seulement, ce serait une erreur de le voir ainsi, n'est pas seulement un constat générationnel, à savoir, je vous décris un état de la poésie qui avait eu lieu il y a 30 ans, et maintenant les choses ont changé, et je suis le dernier représentant de cette génération. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit en vérité, enfin il le dit,
mais ce n'est pas vraiment le fond de sa pensée. En vérité, il y a là, dans ce discours de Valérie dans Avant-propos à connaissance de la déesse, il y a aussi la marque d'un tempérament individuel. Il y a la marque d'une posture fondamentale qui est absolument typique, j'allais dire archétypale, chez Valérie. C'est l'essence même de Valérie. Et je dirais, ça forme la clé, la base, le principe de toute son attitude mentale, de toute son attitude littéraire, son attitude existentielle, philosophique. Mais existentielle, c'est encore mieux que philosophique. Et comment nommer cette attitude? On pourrait la nommer l'attitude de l'écart. L'écart. Bien. Qu'est-ce que c'est que l'écart? L'écart, cela consiste à s'arrêter sur le bord du chemin de la pensée pour arrêter la pensée. Arrêter la pensée. C'est le mécanisme que Valérie nomme le mécanisme de l'attention. La pensée est un flux continu. Nous sommes embarqués, pas au sens pascalien, mais nous sommes embarqués dans un flux continu de notre cerveau, de nos sensations, de notre sensibilité. À un moment, il importe de s'arrêter, de fixer la pensée. C'est l'attention. Et c'est la conscience. Bien. On s'arrête sur le bord du chemin de la pensée, on arrête la pensée autant que faire se peut, parce qu'on ne l'arrête pas longtemps. On peut l'arrêter au maximum quelques secondes, pas plus. Et on se regarde faire. Ça, c'est vraiment le geste mental fondamental chez Valérie. Mais ce n'est pas seulement un geste mental, c'est aussi un geste existentiel. C'est-à-dire que l'idée consiste à prendre une distance vis-à-vis de soi-même, en permanence. Nous ne valons, et c'est ça qui importe à Valérie au bout du compte, c'est-à-dire que nous sommes tous évidemment embarqués dans le chemin de notre pensée. Notre pensée nous embarque. Bien. Mais notre pensée, nous n'en sommes pas maîtres. Valérie le dit dans le cours de poétique. Nous ne valons moins par ce qui vient de nous que par notre réaction à ce qui vient de nous. Par notre réaction à ce qui vient de nous. Nous ne valons que lorsque nous réagissons à ce qui vient spontanément de nous. Eh bien, nous ne valons en vérité, en tant qu'êtres humains, nous ne valons que par la distance que nous prenons à l'égard de nos idéaux eux-mêmes, à l'égard de ce en quoi nous croyons, de ce que par la distance aussi que nous prenons par rapport à nos réflexes de pensée les plus habituels, les plus naturels. Nous ne valons que par l'arrêt que nous imposons à nos croyances, à nos préjugés, à nos convictions. Et donc Valérie, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue existentiel, il est toujours dans cet exercice-là, cet exercice de l'écart, de l'arrêt, de la distance imposée vis-à-vis de ce à quoi l'on croit le plus. Valérie, c'est à la fois l'affirmation d'un idéal atteint, on le voit avec la poésie ici, et aussi l'impossibilité, voire le refus de se maintenir à ce niveau d'idéal. Et le refus parce qu'il y a une impossibilité de se maintenir à tout idéal. On ne peut arrêter la pensée que quelques rares moments. Je vous ai dit, ce mécanisme-là de l'écart, de l'arrêt imposé à la pensée, de l'attention, de la défiance à l'égard de croyances, il est fondamental chez Valérie. Et il explique une grande partie de sa carrière, en vérité. C'est-à-dire que le geste fondamental biographique, ce autour de quoi tourne toute biographie de Valérie, tout essai de faire un sens d'une vie, d'une œuvre. Il tourne autour d'un événement qu'il a lui-même volontiers raconté, qu'il a lui-même mythifié, et qu'il appelle, dans son langage propre, mais qui est devenu un mythe à certains égards, un peu comme je parlais de Pascal tout à l'heure, un peu comme l'expérience d'illumination que vécut Pascal dans son genre. Mais le moment fondamental de l'envie de Valérie, c'était ce qu'il appelle la nuit de Gênes. La nuit de Gênes. Gênes du nom de la ville italienne, dont sa famille maternelle était originaire, donc il allait assez souvent à Gênes voir sa famille maternelle. Et puis une nuit donnée, il la date, il la marque dans le calendrier, c'est la nuit du 4 au 5 octobre 1892, du 4 au 5 octobre 1892, donc Valérie a à ce moment-là
21 ans. Il est, je vous l'ai dit, le disciple préféré de Mallarmé, jeune poète, symboliste, prometteur, etc. Bon, cette nuit-là, à Gênes, il y a un orage épouvantable, et donc il y a un véritable égarement des sens, trouble des sens, obfuscation des sensations, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe en lui, fondamentalement, qui est de l'ordre de l'existence, c'est une crise existentielle, à deux niveaux, sentimentale et littéraire et esthétique. Sentimentale, pourquoi? Parce que, depuis de nombreux mois, Valéry est tombé fou amoureux d'une femme qu'il voit à Montpellier, dans les rues de Montpellier, Madame de R, il la nomme Madame de R dans les cahiers, on sait qu'elle s'appelait Madame de Rovira, et il n'ose pas l'aborder, il est fou d'amour pour elle, et elle représente une sorte d'idéal de beauté, de femme, et un idéal inaccessible. Et donc il est pris devant cet idéal d'un amour impossible. Et puis il y a un autre idéal à côté, plus intellectuel, plus esthétique, qui est l'idéal de la poésie de Mallarmé. Mallarmé, son maître, de la perfection duquel il se rend compte. C'est-à-dire qu'il voit que Mallarmé a atteint précisément à cette essence de la poésie, à cette perfection de l'œuvre poétique, que lui-même, Valéry, ne pourra jamais obtenir. Parce que ça a déjà été fait. Voilà, on a déjà atteint la perfection. Eh bien, voilà deux idéaux, ici, inaccessibles pour Valéry. C'est l'idéal sentimental, l'amour, pour Madame de R, Madame de Rovira, et puis Mallarmé. Eh bien, ce moment de crise existentielle de la nuit de Gênes, avec cet orage très romantique à certains égards, en fait, ça va être un moment pour Valéry de refus de ses idéaux. Puisque c'est impossible, eh bien, je vais faire autre chose. Au bout du compte, c'est autre chose qu'il me faut faire, c'est un autre moi, un autre type de pensée, un autre type d'œuvre que je vais développer, et eh bien, c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Alors, tout cela, je le prends, si vous voulez, dans le mythe tel que Valéry l'a raconté. En vérité, cette crise existentielle a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, et l'arrêt n'a pas été si brutal que je vous le raconte comme cela. Mais le mythe, ici, a une valeur exégétique, en quelque sorte, pour la biographie de Valéry. Et donc, Valéry s'arrête il arrête la poésie, il refuse l'émotion amoureuse, il met à distance l'émotion amoureuse, il fait cet arrêt, et puis il va se lancer dans cette réflexion sur lui-même, précisément, sur le fonctionnement. Comment a-t-il pu en arriver là? Comment a-t-il pu en arriver à se laisser emporter à ce point dans un tel aveuglement face à ses idéaux? Et précisément, c'est le moment de l'écart, c'est ce moment de l'observation, et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer cette œuvre des cahiers, à savoir se levant très tôt le matin, cette observation de lui-même, de sa pensée, du fonctionnement de son esprit, et ces cahiers, il les poursuivra jusqu'à sa mort, chaque matin, comme étant cette ascèse, cette réflexion sur lui-même, et puis il se lancera dans les mathématiques, etc. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce moment-là est absolument fondateur dans la vie de Valéry. C'est à ce moment-là qu'il s'arrête d'écrire de la poésie, à peu près. Il y a quelques petites productions comme ça qui échappent de temps en temps. Mais globalement, il arrête. Il arrête avant d'y retourner sur l'objurgation de ses amis, d'André Gide en particulier, de publier, alors qu'il a atteint déjà 40 ans, de publier ses poèmes de jeunesse. Et Valéry, à ce moment-là, se remet à ses poèmes de jeunesse. On est dans les années 1910, on est justement au moment de la guerre, et puis, se remettant à ses poèmes de jeunesse, obéissant à l'injonction amicale de Gide et d'autres, eh bien, il y a un geste d'habitude, un mécanisme, au bout du compte, qui l'emporte, et c'est à ce moment-là qu'il se remet à refaire de la poésie, et de là va sortir non seulement ce retour au poème de jeunesse, l'album des vers anciens, mais aussi La Jeune Parc, en particulier le grand poème, et puis les poèmes qui composeront Charme. Mais bon, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir plus tard. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce moment fondateur, c'est le moment du refus de l'émotion amoureuse et du refus de la perfection poétique.
le refus de la perfection poétique, parce qu'elle est inaccessible. Et donc Valéry, il est dans cet écart. La prise de conscience de l'idéal, autrement dit, la prise de conscience de l'idéal n'est possible que dans le refus de cet idéal. Et c'est cette tension-là qu'il importe de voir. Autrement dit, et c'est au bout du compte le projet, c'est le message que je souhaite faire passer dans ce cours sur Valéry, que j'ai intitulé « Valéry ou la littérature ». Valéry ou la littérature, avec un grand L à ce terme de littérature, comme si c'était l'essence même de la littérature. En général, je répugne plutôt à mettre des capitales au nom commun, mais là, il y a une volonté, une intention de ma part. Parler de Valéry, c'est en quelque sorte, comme il le dit ici, nous étions arrivés à l'essence même de la poésie, parler de Valéry, c'est en quelque sorte parler de la littérature elle-même, avec un grand L, avec un L capital, c'est parler de l'essence de la littérature, puisque, d'après lui, il fait partie de cette génération qui ont défini cette essence formelle de la littérature. Et c'est pourquoi donc j'ai choisi comme titre du cours, en général, cette année, Valéry ou la littérature. En fait, j'avais en tête plutôt, vous connaissez la formule de Spinoza dans l'Éthique, Deus sive natura, Deus sive natura, c'est du latin, Dieu ou la nature, Dieu c'est-à-dire la nature, avec l'idée sans doute panthéiste qui est propre à Spinoza. Valéry, de ce point de vue-là, est un peu voilà, j'ai un peu une vision spinoziste, si vous voulez, dans cette formule en tout cas. Valéry sive, sive literatura, c'est pas du très bon latin ça, mais Valéry, c'est-à-dire la littérature. Valéry, c'est-à-dire la littérature. Valéry ou la littérature. Voilà comment on peut l'entendre, ce Valéry ou la littérature. Mais ou n'a pas seulement ce sens de mettre deux termes dont l'un peut remplacer l'autre. Ou c'est aussi une alternative, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Eh bien, Valéry ou la littérature, ça signifie aussi, et je veux l'entendre aussi comme cela, c'est aussi le refus de cet idéal de la littérature. Le ou comme alternative, comme exclusif. A ou B, et pas A et B, ensemble, pas A égale B. Ou bien Valéry, ou bien la littérature. Ou bien Valéry, ou bien la littérature. Et effectivement, Valéry, c'est aussi celui qui, dans ce moment même de l'écart, tel qu'il a été mythifié dans cette nuit de Gênes, c'est aussi celui qui a valorisé extraordinairement la science, comme étant la plus haute manière d'exploiter l'activité de l'esprit. Celui qui a voulu explorer méthodiquement les pouvoirs de l'esprit contre le vague qu'on attache en général à la poésie. Il y a une valorisation très forte de la science chez Valéry contre la poésie. À certains égards, au fil des années, c'est Einstein qui a remplacé Mallarmé comme modèle idéal de Valéry. Et donc voilà comment on peut aussi entendre ce Valéry ou la littérature, ou bien Valéry ou bien la littérature. Parler de Valéry, c'est en quelque sorte parler de la littérature elle-même, puisqu'il il a défini cet idéal de la littérature, ou bien parler de l'envers de la littérature, ce qu'il refuse. Voilà, c'est ce que j'ai. Je vous ai fait un peu l'exégèse du titre du cours, c'est déjà pas mal. Maintenant, il reste à le développer. Mais c'est vraiment le problème qui me semble assez fondamental pour comprendre la relation qui existe entre ce poète qui s'arrête d'écrire et la poésie. Et donc Valéry, c'est aussi celui, non pas seulement celui qui dit, voilà, nous avions atteint à l'essence de la poésie, mais c'est aussi celui qui dit à André Gide, un soir de décembre 1922, on est même le 30 décembre 1922, c'est après une soirée, un peu arrosée, il était sans doute un peu déprimé, je ne sais pas. Enfin, il dit ceci, et c'est André Gide qui rapporte cela dans son journal. On veut que je représente la poésie française. On le veut, mais il a quand même un peu cherché, il faut le dire. Enfin bon, mais voilà. On veut que je représente la poésie française, on me prend pour un poète. On me prend pour un poète. Mais je m'en fous, moi, de la poésie. Voilà, c'était le titre que j'avais donné à cette leçon.
désolé pour la vulgarité, mais elle est dans le texte de Gide. Elle ne m'intéresse que par raccro. C'est par accident que j'ai écrit des vers. Alors ça, Valéry l'a toujours dit, hein, je vous l'ai dit, en fait, il revient au vers dans les années 10 simplement parce qu'on lui demande de republier ses vers de jeunesse. Et effectivement, c'est un accident, ce n'est pas une volonté délibérée. Hein. Mais il insiste beaucoup là-dessus. L'idée qu'il n'est jamais le maître de ses propres écrits, qu'il obéit, qu'il écrit le plus souvent sur commande. La plupart de ses œuvres, en fait, sont des œuvres de commande. Elles ne viennent pas de lui. C'est une impulsion que l'on donne et lui-même se livre à cette impulsion. C'est par accident que j'ai écrit des vers. Je serais exactement le même si je ne les avais pas écrits. C'est-à-dire que j'aurais à mes propres yeux la même valeur. Et c'est cela qui compte au bout du compte. C'est-à-dire où place-t-on la valeur d'un être ? Eh bien, pour Valéry, à la différence de ce qu'il pense être l'opinion commune, on voit en lui le poète, pour Valéry, sa propre valeur à lui n'est pas là. Elle est autre chose. Elle est dans précisément cet exercice qu'il ne cesse de faire à partir de ses 20 ans, à savoir cet exercice mental, intellectuel, ascétique, on peut le dire. C'est une ascèse de l'ordre des exercices jésuites d'Ignace de Loyola, qui consiste à observer sa pensée et à la formaliser. Et donc c'est cela qui compte pour lui. C'est là qu'est sa valeur. Mais sa valeur, qui a accès à ces cahiers ? Personne à ce moment-là. Personne. Ils n'ont pas encore été publiés, il les a à peine montrés. Au même moment, effectivement, il commence à les montrer à Catherine Pozzi, qui va être sans doute vraiment la toute première lectrice des cahiers et celle qui va aider Valéry à les classer, à les déchiffrer, à leur donner un sens général. Mais Valéry continue, donc la valeur pour lui, elle n'est pas dans la poésie, pour lui, elle est ailleurs. Cela n'a pour moi aucune importance, c'est-à-dire la poésie. Ce qui m'importe, je voudrais le dire. Je voudrais le dire. Je crois que j'aurais pu le dire, que je pourrais le dire encore si j'avais le loisir et la tranquillité. Mais je ne m'appartiens pas. La vie que je mène me supprime. Bon, c'est une vraie dépression de fin de soirée, fin d'année. Hein. Et Valéry ne cesse ce qu'il dit ici, il ne le cesse de le répéter à plein d'autres personnes. Gide n'a pas été le seul confident de ce genre de confidence. Alors d'abord, ça correspond à une situation matérielle réelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le bienfaiteur de Valéry, à savoir Édouard Lebet, le fondateur de l'agence, directeur de l'agence Havas, à qui Valéry servait de secrétaire particulier, est mort. Et Valéry passait ses après-midi avec lui, il faisait la lecture et tout le reste de la journée était libre, il pouvait travailler. Et donc il avait un revenu stable et pour un travail qui ne lui demandait pas beaucoup d'efforts. Mais Édouard Lebet est décédé et donc il n'a plus de ressources, plus de sources de revenus, plus rien. Et donc il faut comment faire pour gagner sa vie quand on est poète ? Un poète ne peut pas, même le plus grand poète français ne peut pas gagner sa vie avec la poésie. Il pourrait chanter, hein, maintenant, les chanteurs gagnent leur vie, semble-t-il, mais les romanciers gagnent leur vie, les romanciers qui vendent beaucoup, mais même les poètes qui vendent beaucoup ne peuvent pas gagner leur vie avec la poésie. Et donc Valéry est obligé de répondre aux commandes. Et donc c'est ça, quand il dit « la vie que je mène me supprime », c'est-à-dire qu'il ne peut pas écrire librement, il ne peut pas écrire ce qui serait important pour lui. S'il avait le loisir et la tranquillité, il pourrait dire ce qui lui importe, c'est-à-dire qu'il pourrait faire la somme de ses cahiers. Parce qu'effectivement, ce qui lui importe, ce qu'il veut dire, c'est dans les cahiers, mais ce sont des écrits intimes, et ça fait, au bout du compte, les cahiers, tels qu'ils ont été publiés dans les années 50 par le CNRS, sous forme de facsimilé, ça fait 29 000 pages. C'est gigantesque, c'est quelque chose, ce n'est pas lisible à proprement parler. Mon hypothèse, si vous voulez, c'est que à ce moment-là, effectivement, en 1922, il n'a pas le loisir et la tranquillité de dire ce qu'il a envie de dire. Mais mon hypothèse, c'est au bout du compte que c'est 15 ans plus tard, en 1937, lorsqu'il arrive au Collège de France, que Valéry a pu avoir, enfin,
obtenir donc le loisir et la tranquillité de dire ce qu'il avait à dire, parce qu'il était payé pour ça et qu'il a eu la possibilité librement de parler de ce qui lui importait, à savoir se faire cette poétique, etc., dont je vous ai parlé, et qui va développer 8 années durant, parce qu'il a été payé pour ça, il n'avait que cela à faire. Alors, c'est arrivé un peu tard, on est d'accord, il avait 66 ans. Mais il a eu à ce moment-là cette possibilité. C'est pourquoi je trouve que ce cours de poétique me paraît justement correspondre à ce dessein qu'il y avait chez Valéry de dire ce qui lui importait vraiment, c'est-à-dire ce qui faisait à ses propres yeux sa propre valeur. Bon, on est en 1922, 1937, c'est 15 ans plus tard, il faut longtemps attendre, et Valéry aura de quoi être déprimé entre ces 15 années. Entre-temps, il fait quand même des choses intéressantes. Hein, bon. Mais, justement, je crois que ce comportement-là de Valéry, je m'en fous, moi, de la poésie. Hein. La formule est violente et Gide a du plaisir, en bon ami, Gide a du plaisir à la rapporter dans son journal. Hein. C'est toujours les grandes gentillesses. Et puis là aussi l'admiration que Gide a sincèrement pour Valéry, hein, de montrer cet ami compliqué qu'il a et pour lequel il a vraiment une grande fascination. Ce qu'on voit avec cette confidence de Valéry, c'est que Valéry ne souhaite pas coïncider avec une identité assignée. Il ne veut pas être réduit à une identité qui lui serait donnée par le public, par la presse, par les amis. Voilà. Il serait le plus grand à ce moment-là. Effectivement, il apparaît comme le poète français le plus important. Donc, il veut sortir des identités assignées, ce qui, à certains égards, est un message pour aujourd'hui, me semble-t-il. Ne pas coïncider avec l'image qu'on vous donne de vous, l'image que la société vous assigne. Il me semble que c'est un message intéressant pour une morale pour aujourd'hui. Mais Valéry le redit ailleurs, et en particulier dans un texte que je trouve l'un de ses plus beaux. Il le dit dans Eupalinos ou l'architecte. Et il le met dans la bouche de Socrate, parce que Eupalinos ou l'architecte, c'est un dialogue de type platonicien, néo-platonicien, enfin néo au sens qu'il reprend principe platonicien, ça n'a rien de platonicien au sens philosophique du terme. Et fondamentalement, Socrate dit dans Eupalinos, c'est un dialogue entre Socrate et Phèdre, mais non pas sur les bords de l'Ilissos, comme dans le Phèdre de Platon, mais aux enfers. Hein. Socrate et Phèdre sont morts, hein, et les deux âmes, les deux esprits des morts dialoguent entre eux après cette vie passée. Et Socrate dit ceci, c'est une formule qui est, je pense, assez... C'est une citation célèbre de Valéry. Socrate dit ceci, « Je t'ai dit que je suis né plusieurs et que je suis mort un seul. » Je suis né plusieurs et je suis mort un seul. Socrate parle après sa mort, hein, il est aux enfers, hein, on est d'accord. Bien. Et donc, voilà, nous ne sommes que virtualité. Nous ne sommes qu'un ensemble de virtualités à notre naissance et au cours de notre jeunesse. Du reste, c'est ce qui rend la jeunesse et l'enfance belle. C'est-à-dire que nous voyons toujours dans l'enfant et dans la jeunesse, les jeunes gens, les jeunes femmes, nous voyons toujours les potentialités de ce qu'il pourrait devenir, cette liberté-là. Peu à peu, ça s'amenuise. Hein. L'enfant qui vient est une foule innombrable, que la vie réduit assez tôt à un seul individu, non pas une seule individu, là il y a un « e » de trop, celui qui se manifeste et qui meurt. Une quantité de Socrate est née avec moi, d'où peu à peu se détacha le Socrate qui était dû au magistrat et à la ciguë. Ça, c'est allusion à la fin historique de Socrate, condamné, et puis condamné à mort et qui doit boire la ciguë. Mais Socrate aurait pu être tout autre. Il aurait pu suivre d'autres chemins. Il aurait pu en particulier devenir architecte. C'est l'une des hypothèses qui est soulevée dans la suite du dialogue Eupalinos ou l'architecte. Et Phèdre pose la question donc à Socrate. Et que sont devenus tous les autres, ces autres Socrates qui ont été abandonnés en cours de route? Et Socrate répond, idées. Ils sont restés à l'état d'idées. Ils sont venus demander à être et ils ont été refusés. Je les gardais en moi en tant que mes doutes et mes contradictions. Voilà. C'est-à-dire que nos possibles, bien sûr, nous ne pouvons pas les réaliser, mais ils peuvent rester en nous
Ils peuvent rester en nous comme, justement, ces moments d'écart, ces moments d'arrêt sur le bord du chemin, comme des doutes, comme des contradictions que nous apportons à notre propre réalité d'aujourd'hui, notre propre réalité présente. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être plusieurs, c'est difficile. On peut y essayer peut-être, mais enfin c'est assez difficile. Au moins on peut garder à l'état d'idée quelque chose qui va remettre en question mentalement ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas confortable, clairement. Et Valéry n'a pas mené une vie confortable mentalement. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier, plutôt. Mais réellement, je crois que c'est une méthode de pensée et de vie qui nous est donnée ici. Donc, ces autres Socrates sont restés à l'état d'idée, ils sont venus demander à être et ils ont été refusés. Je les gardais en moi en tant que mes doutes et mes contradictions. Parfois, ces germes de personnes sont favorisés par l'occasion et nous voici très près de changer de nature. Et donc, alors l'idée, je trouve que ce passage est très, très beau et très, très, très fort, et comme du reste, beaucoup de choses dans Epalinos ou l'Architecte, qui est l'un des chefs-d'œuvre de Valéry. Parfois, on me demande par où commencer Valéry. Bon, on peut commencer par Monsieur Teste, qui est évidemment un petit texte d'une grande densité, mais j'ai une tendresse particulière quand même pour ce que moi je trouve Epalinos, qui je trouve peut-être le plus beau texte en prose qu'on ait jamais écrit dans la langue française, et aussi avec la densité de pensée la plus étonnante. Enfin bref, voilà, je crie ici mon amour pour Epalinos ou l'Architecte. Mais ce que pense Valéry fondamentalement, il ne le pense pas seulement ici, mais ailleurs, dans d'autres endroits, à savoir que nous ne pouvons être nous-mêmes que parce que nous aurions pu être autres. En fait, ce que nous sommes n'est qu'un choix parmi d'autres chemins. Et c'est parce qu'il y avait ces différents chemins que, au bout du compte, un a été pris. Mais il y avait ces potentialités à l'origine. Alors ça, c'est très, très important. Nous ne pouvons voir une chose, on a ça dans Faust, j'aurai l'occasion d'y revenir, nous pouvons voir une chose que parce que nous pouvons voir toutes les choses. Parce que nous avons des tonnes de potentialités, une infinité presque de potentialités dans les yeux et dans notre cerveau. Mais je reviens à la vie ici, à l'existence. Vivre, c'est choisir. Choisir ou être choisi, parce que le plus souvent, on ne choisit pas, en vérité. On est choisi par les événements. C'est ce dont Valéry se plaint, ce dont Socrate aussi, à certains égards, se plaint. Mais vivre, donc, c'est choisir ou être choisi. Mais penser au sens humain le plus plein, penser, c'est vivre une seconde fois, c'est vivre une autre vie. C'est-à-dire que penser, c'est avoir conscience des autres choix possibles. C'est prendre un écart, prendre une distance vis-à-vis de cette vie que vous avez, que nous avons. Penser, c'est ne pas se laisser enfermer dans un choix définitif. Il existe donc, de la même manière qu'il existe différents Socrates, plusieurs Socrates qui sont morts, abandonnés sur le bord du chemin, comme des possibilités. Il existe donc un Valéry poète, mais il existe aussi un Valéry non poète. Il existe un Valéry non poète, celui qui se fout de la poésie. Et ce Valéry non poète a failli exister. Il a existé de fait. Il a existé dans son petite chambre de la rue Gay-Lussac, entre 20 et 30 ans. Il était rue Gay-Lussac, petite chambre, il y avait un tableau noir couvert d'équations, il y avait une reproduction du Transi de Ligier Richier, il y avait, voilà, c'était une chambre nue, vide, abstraite. Et Valéry était là. C'est le Valéry non poète qui a existé. Et puis il y a eu le Valéry poète. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que Valéry est un poète, on est d'accord. Et il réfléchit à l'esthétique, mais c'est aussi un penseur. Et c'est aussi, il y a, je dirais, une éthique de Valéry. Une éthique de Valéry. Il y a une règle de Valéry, une règle de vie qu'il développe. On peut le prendre comme un modèle de vie, enfin comme quelque chose une manière de penser l'existence, à savoir ne pas coïncider avec soi-même. Cultiver, comme le dit Socrate ici, cultiver ses doutes et ses contradictions. Être toujours prêt à renverser ses propres dieux. Il n'y a rien de plus dont on doive davantage se méfier que ses propres dieux, qui vous trompent en vérité. Donc, dès qu'on identifie le dieu
auquel on rend un culte, il vaut mieux essayer de l'abattre à un moment donné. C'est ce qu'a fait Valéry. C'est ce qu'a fait Valéry avec Madame de Rovira. C'est ce qu'a fait Valéry avec Mallarmé. Et il le dit lui-même dans d'autres textes. Hein. Mallarmé était là comme une sorte de roi dans la cité poétique, l'empereur, et un roi dont il lui fallait nécessairement, existentiellement, fondamentalement, dont il lui fallait couper la tête. Donc il faut couper la tête de ses propres dieux, il faut en abattre les statues. Eh bien, ce Valéry poète et non poète, hein, ce Janus, cette double face de Valéry, c'est cela que je souhaite, et que je fais aujourd'hui, que je souhaite explorer dans le cours. C'est le passage de l'un à l'autre, hein, d'un Valéry à l'autre, du poète au non-poète. Mais l'important, c'est aussi d'explorer la possibilité de la coexistence entre le poète et le non-poète. Mais revenons à l'histoire littéraire et à cette essence de la littérature dont Valéry prétend que les symbolistes auraient atteint, précisé la définition. Comment cette perte de l'idéal poétique, comment cette perte est-elle historiquement possible? Comment cette perte de l'idéal politique atteint par les symbolistes, comment est-elle sociologiquement même possible? Comment les générations ultérieures, celles qui ont suivi, ont-elles pu avoir un idéal différent, puisque l'idéal avait été atteint? Est-ce que cela signifie que les symbolistes s'étaient trompés, puisque les générations ultérieures, dit Valéry en 1920, dans l'avant-propos, eh bien, on fait autre chose? Non, les symbolistes ne s'étaient pas trompés. Au contraire, c'est justement parce que les symbolistes avaient déchiffré le sens de l'histoire, c'est parce qu'ils étaient arrivés au bout de l'histoire, à la fin de l'histoire. Valéry est un peu le Fukuyama Francis Fukuyama de l'histoire de la poésie. C'est parce que les symbolistes étaient arrivés au bout de l'histoire, à la fin de l'histoire, que tout devait finalement s'écrouler. Et donc, je reprends ici la suite du texte de l'avant-propos à la connaissance de la déesse. Valéry dit ceci: « Comment se peut-il, c'est ici le mystère, que ceux qui vinrent après nous et qui s'en iront tout de même, rendus vains et désabusés par un changement tout semblable, aient eu d'autres désirs que les nôtres, c'est-à-dire le désir d'une naissance de la poésie, et d'autres dieux. Hein, je parlais de Dieu tout à l'heure, le terme revient très souvent chez Valéry, les dieux que nous avons et qu'il faut, à certains égards, abattre. Mais comment est-il possible, quand on a atteint le Dieu de la poésie, quand on a atteint l'idéal de la poésie, comment peut-on avoir d'autres dieux? Il nous apparaissait si clairement qu'il n'y avait pas de défaut dans notre idéal. Quand je lis « pas de défaut dans notre idéal », je pense à ces vers d'ébauche du serpent, hein, que l'univers n'est qu'un défaut dans la pureté du non-être. Hein. Il y a cette idée de pureté inaccessible qu'il y avait chez les symbolistes. N'était-il pas, cet idéal, déduit de toute l'expérience des littératures antérieures? N'était-ce pas la fleur suprême et merveilleusement retardée de toute la profondeur de la culture? Bref, toute l'histoire de la culture, toute l'histoire de la poésie aboutissait à cette essence de la poésie définie par les symbolistes, dans une dimension quasiment religieuse. Enfin, que je dis quasiment, c'est explicite. Hein, avec les dieux, il y a l'idée d'un absolu qui a été atteint. Une religion de la beauté, la religion symboliste. Hein, relisez des Esseintes, Durtal, etc. Huysmans. Bien. Et Valéry continue. « Il faut supposer au contraire que notre voix était bien l'unique, que nous touchions par notre désir à l'essence même de notre art et que nous avions véritablement déchiffré la signification d'ensemble des labeurs de nos ancêtres. Hein. Déchiffrer la signification d'ensemble des labeurs de nos ancêtres. À savoir que, ici, c'est une philosophie de l'histoire, à la manière de Hegel, que Valéry propose ici, à savoir que réellement il y avait une logique de l'histoire depuis le romantisme et que cette logique aboutissait au symbolisme, à cette forme pure. Nous avions relevé ce qui paraît dans leurs œuvres de plus délicieux, composé notre chemin de ces vestiges, hein, de ces ruines, mais je pense que Valéry le prend aussi au sens
au sens latin, étymologique, de traces, les traces des pas dans le sol, vestigia. Composer notre chemin de ces vestiges, suivi à l'infini cette piste précieuse, la piste tracée par les pas de nos prédécesseurs, favorisée de palmes et de puits d'eau douce. À l'horizon, toujours la poésie pure. J'aime beaucoup cette phrase avec une belle image d'un chemin tracé dans le désert à la suite des prédécesseurs. Et je vous pose la question, petite devinette, vous voyez à quel type de route dans le désert, quel type de chemin, quelle est l'image fondatrice ici derrière? Arriver au bout d'un chemin avec à l'horizon toujours la poésie pure, c'est... Je fais un peu comme mon collègue Thomas Römer qui aime bien poser des questions. Et c'est un peu là. Il pose des questions sur la Bible. Justement, c'est une image biblique en vérité. C'est l'image de la terre promise. C'est arriver à la terre promise. C'est Moïse qui guide son peuple pour arriver. Moïse s'arrête au bord du Jourdain et il ne franchit pas le fleuve. L'horizon est inaccessible. La terre promise est inaccessible, pour Moïse en tout cas. Et c'est cela, c'est étonnant de voir cette image biblique quand même sous-jacente dans le texte de Valéry, la poésie pure comme terre promise, inaccessible d'une des générations passées. Là, le péril, là, précisément, notre perte, et là même le but. Car c'est une limite du monde qu'une vérité de cette espèce. Il n'est pas permis de s'y établir. Moïse ne s'établit pas dans la terre promise. On ne peut pas y arriver. La poésie pure ne peut être qu'un idéal. Rien de si pur ne peut coexister avec les conditions de la vie. Nous traversons seulement l'idée de la perfection comme la main impunément tranche la flamme. Mais la flamme est inhabitable et les demeures de la plus haute sérénité sont nécessairement désertes. Je reviendrai sur cette phrase, les demeures de la plus haute sérénité sont nécessairement désertes. On ne peut pas habiter dans les espaces où l'oxygène manque, nécessaire à la vie humaine. Je veux dire que notre tendance vers l'extrême rigueur de l'art, vers une conclusion des prémices que nous proposaient les réussites antérieures, excusez-moi, vers une beauté toujours plus consciente de sa genèse, toujours plus indépendante de tout sujet, etc., tout ce zèle trop éclairé, peut-être conduisait-il à quelque état presque inhumain. Il y a une antinomie, un antagonisme entre la poésie pure et l'humanité, en quelque sorte, quelque chose où l'on ne peut pas s'établir. C'est là un fait général, poursuit Valéry, la métaphysique, la morale, et même les sciences l'ont éprouvé. Alors à quoi songe-t-il, Valéry, en prenant ces exemples, la métaphysique, la morale? Je pense surtout à Nietzsche, par exemple. L'idée de, quand on débusque toutes les illusions de la métaphysique et de la morale, on arrive à Nietzsche, et avec Nietzsche, on a humain, trop humain, on a le surhomme, le Übermensch, et donc on a quelque chose qui est en dehors de l'humanité même. Et les sciences, Valéry pense à Einstein. C'est-à-dire que Valéry pense à sa théorie de la relativité générale, en particulier la remise en question de toutes les données habituelles des sens, le temps, l'espace, auxquels nous ne pouvons plus faire confiance. C'est-à-dire que nous sommes, le temps einsteinien, le temps de la relativité générale, l'espace, ne correspondent plus à notre vie humaine quotidienne, normale, spontanée. Donc le temps de la science, maintenant, échappe à l'expérience humaine la plus générale. Voilà en quoi l'évolution de la science, de la métaphysique, de la morale aboutit à quelque chose d'inhumain. Et il en va de même pour la poésie. Et alors, je voulais revenir à cette formule, les demeures de la plus haute sérénité sont nécessairement désertes. Parce que là, au bout du compte, Valéry l'a dessiné. Il l'a dessiné dans le cours de poétique. C'est un dessin que j'ai reproduit dans l'édition parue, mais je trouve que c'est un dessin tout à fait extraordinaire. Je l'appelle, moi, le schéma des deux montagnes. C'est un dessin tout à fait extraordinaire qui demande beaucoup de commentaires, qui date de 1942-1943, qu'on trouve donc dans les papiers préparatoires du cours de poétique. Et vraiment, il explique ceci, à savoir que nous ne pouvons pas vivre
le domaine de la pureté est absolument inaccessible. On ne peut pas s'y établir. Alors, comment commenter? Alors, vous avez deux montagnes. Alors, la première montagne, c'est celle-ci. C'est la montagne des besoins. Des besoins physiques, des besoins corporels, des besoins charnels. Du reste, ils sont explicités ici. Manger, foutre, excusez-moi, hein, avoir chaud, payer. Voilà, c'est les besoins fondamentaux. Température, combustible. Voilà, avoir chaud, avoir les conditions d'existence qui permettent, voilà, c'est l'existence de base, l'existence physique, corporelle de base. Et ça, on a les besoins de base, et quand on est au pied de la montagne, on est dans tout ce qui est le plus basique. Hein. On a les aliments qui sont ici, à ce niveau-là. Mais plus on s'élève, plus on est dans le E ici, et vous voyez, c'est verticalement. Le E, c'est l'écart de nature. C'est-à-dire, plus on s'élève, plus on prend un écart par rapport à la nature de base. Plus on va vers des besoins qui sont de plus en plus sophistiqués et qui construisent quelque chose, qui va être de plus en plus rare, de plus en plus difficile, et qui va toucher chaque fois de moins en moins de participants. Parce que à ce niveau-là, manger, foutre, avoir chaud, ben, tout le monde le souhaite et le fait. Mais plus on s'élève, moins on y accède. Et donc il y a des barrières, hein, ici avec le nombre de participants. Hein, plus on s'élève, plus le nombre baisse, et la montagne devient de plus en plus étroite, parce que de moins en moins d'êtres, d'individus, participent à ces besoins plus sophistiqués. Il y faut beaucoup d'actions, hein, c'est ce qu'on appelle ici la charge d'actes. Il faut beaucoup d'actes pour arriver à des choses qui correspondront non plus aux besoins primaires, mais à ce qu'il appelle le confort. Le confort, l'inutilité, hein, tout ce qui est la sophistication de la vie, le luxe, hein, la sophistication, la satisfaction de besoins de plus en plus raffinés, par l'intermédiaire des excitants. Hein. Donc on monte là-dessus, et puis là, il y a une sorte de petite pagode, de ce qu'il appelle une pyramide hétéroclite, hein, au sommet, c'est-à-dire que plus on va haut, moins de gens participent à ce luxe, à ce confort incroyable, mais plus on a une sorte de variété, de diversification de l'ensemble des pratiques, des besoins corporels, parce qu'on a des besoins de plus en plus raffinés et démentiels, en quelque sorte. Bien. Mais alors ça, on est du côté des besoins corporels. Et vous avez une deuxième montagne. Cette montagne, c'est la montagne des créations du langage. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est le langage. Et on passe de l'un à l'autre c'est intéressant, par ce col du langage, en quelque sorte, hein, qui réunit les deux montagnes. Et puis, plus on s'élève, bien sûr, plus on entre dans ce qu'il appelle la zone des nuages, ici. Hein. Ces sommets sont inaccessibles au commun des mortels qui est en bas et qui ne voit pas les sommets. Mais quand on est du côté des créations du langage, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de base, il y a des créations qui sont des créations de base. Alors là, on peut voir art, peut-être, désir. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait sûr des lectures ici. Hein. Mais en tout cas, on a des créations qui sont des créations de base, accessibles à plein de gens. Et ici, remarquez que il y a une dimension vraiment du nombre de personnes. Là, il y a 1 million de personnes hein, qui peuvent être concernées par ces créations et ces besoins de base, et puis plus on s'élève, et on arrive à 10 personnes seulement qui sont au niveau de quoi? Au niveau ici des sciences pures. Einstein et les gens qui sont capables de faire ce type de théorie. On pourrait dire aussi la poésie pure, un art très sophistiqué, un art qui va très très loin dans le raffinement, dans l'essence même de l'art. C'est le symbolisme qui n'est accessible qu'à une élite. Et donc vous avez la montée vers un art qui n'est accessible qu'à très peu de gens, 10 personnes seulement, alors que la base est accessible à 1 million de personnes. Et vous avez cette phrase intéressante, hein, je trouve, tout le sans prix, hein, tout le sans prix se passe dans une zone presque inaccessible. Tout le sans prix, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de prix, tout ce qui compte au bout du compte, est inaccessible. Et du reste, c'est tellement inaccessible que ça n'a même pas de prix. On ne peut pas lui donner de prix parce que ça n'a pas de valeur marchande.
Ça n'a pas de valeur marchande dans le commerce même de la littérature et des arts. Eh bien, très peu de gens peuvent s'établir sur le sommet de ces montagnes, en particulier pour le sommet de l'art et de la science. Et cela, c'est exactement ce que dit Valéry. Les demeures de la plus haute sérénité, excusez-moi, sont nécessairement désertes. Eh bien, voilà un peu la représentation imagée, figurée de l'idéal et à la fois aussi de l'impossibilité d'atteindre à un idéal de la poésie et de l'art. Et je crois qu'on a là, dans ces deux montagnes, on a là une représentation l'une des plus fortes, je trouve, de la pensée par Valéry de cet idéal de l'art et aussi de l'impossibilité de s'y établir. Comment vivre ici? Comment vivre ici? C'est impossible. Il faut nécessairement redescendre. Eh bien, redescendre, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. Merci.